Invité Laurence Rossignol, sénatrice et porte-parole du Parti socialiste. Bonjour. Bonjour. Jean Arthuis, sénateur centriste de la Mayenne. Avant de vous interroger, bonjour, je vous propose de revoir cet échange tout à l'heure entre Philippe Marini, le président de la Commission des finances du Sénat, et Pierre Moscovici, le ministre des Finances. Alors qu'il était de notoriété publique, monsieur le ministre, que d'éventuels comptes en Suisse avaient pu être déplacés vers Singapour, pourquoi n'a-t-on pas utilisé la convention franco-singapourienne qui remonte à la même époque et qui permettait de s'assurer auprès de cet État qu'il y avait ou qu'il n'y avait pas de compte? Monsieur le ministre, vous avez bien voulu me répondre par écrit. Les réponses qui ont été faites ne me semblent pas épuiser le sujet, d'autant que ces réponses me paraissent aujourd'hui être éclairées par de nouveaux bruits, de nouvelles rumeurs, de nouvelles indications parues dans la presse qui, probablement, font que cette affaire n'en est qu'à ses débuts. Merci. La parole à Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances. Monsieur le président Marini, mesdames et messieurs les sénateurs, j'ai lu évidemment, j'ai entendu toutes les questions, mais aussi tous les raccourcis, toutes les simplifications sur ce qu'on appelle l'affaire Cahuzac. Je répète ici qu'il s'agit de la faute, du mensonge d'un homme, pas d'une responsabilité collective. Et prenez garde à ne pas tomber dans ce type de dérive. Je vois ce matin de nouvelles allégations dans un hebdomadaire, à droite, très à droite, très à droite. Je veux parler de Valeurs Actuelles. Allégations qui vous conduiront cet après-midi, vous êtes le bienvenu, à venir au ministère des Finances pour vérifier de quoi il s'agit. Mais je veux dire ici, avec la plus grande force, la plus grande fermeté, que ces allégations sont mensongères, que je les dément, que les mensonges je les combats et que je me réserve de donner suite de tout cela devant la justice. Voilà, Laurence Rossignol, c'est sans fin les suites de l'affaire Cahuzac. Ça va être long. Ça va être long, et d'autant que maintenant on est parti dans un nouveau processus qui est celui de la moralisation de la vie publique. On va en parler dans quelques instants, on va détailler notamment les annonces du président de la République cette semaine. C'est sûr que c'est sans fin pour tout le monde. Il y a des questions qui sont posées. Le ministre de l'économie et des finances y a répondu très clairement aujourd'hui, comme il l'avait d'ailleurs déjà fait. Et puis il y a le offshore links, il y a tous ces comptes en Suisse, toutes ces informations qui circulent et qui à un moment donné seront rendues publiques et que tout le monde attend avec, pour certains, de l'inquiétude et pour d'autres de la curiosité. Ça a quand même des conséquences assez dommageables sur le gouvernement. Quand on voit que Pierre Moscovici a été chahuté assez fortement par les bancs de la droite tout à l'heure dans l'hémicycle du Sénat, c'est assez rare ici d'avoir un ministre comme ça qui est un peu sifflé, mis en danger dans l'hémicycle. J'ai pas trouvé que Pierre Moscovici avait été terriblement si, au début de la chahuté. séance. Peut-être au début de la séance, mais vous savez... Donc ça montre bien quand même que l'autorité du gouvernement et des ministres est mise à mal. Écoutez, les séances, que le Sénat se mette à ressembler à l'Assemblée nationale, ça peut arriver par période. C'est tous les mardis, tous les mercredis comme ça à l'Assemblée en ce moment. Si on se couche tard, tout le monde est un peu ambiance électrique, énervé. Jean Arthuis, c'est vrai que c'est assez rare quand même, des séances aussi houleuses ici au Sénat. Oui, je crois que le Sénat n'a pas vocation à ressembler à l'Assemblée nationale. Donc c'est le marqueur de quoi, cette ambiance? Alors je crois que c'est marqué par un scandale qui résulte d'une tromperie, d'une fraude. Et celui qui l'a commise n'est pas n'importe qui, puisqu'il avait en charge le budget de la France, c'est-à-dire la fiscalité de la France. Et donc, il a manqué au plus élémentaire de ses devoirs, et ceci prend des allures de scandale. Alors la question qui se pose, c'est de savoir si, ayant gardé ce secret, il était le seul à porter ce secret. Et au travers des hypothèses, on en vient à se demander si à un moment donné, le gouvernement n'était pas au courant. C'est l'objet de la visite. Pierre Moscovici l'a mentionné dans l'extrait qu'on vient de revoir. C'est l'objet de la visite cet après-midi des deux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les présidents des commissions des finances vont se rendre à Bercy. Ils ont des prérogatives, ils les exercent et ils ont raison. Il y a un soupçon. Efforçons-nous de le dissiper. Vous êtes l'ancien président de la commission des finances ici au Sénat. Vous avez déjà fait ce genre de contrôle. Oui. De quels moyens de contrôle il dispose? Ce sont des moyens sans limite. Ils ont des prérogatives de contrôle
sur place, sur pièce, comme président de commission des finances. Et ce sont les mêmes prérogatives pour le rapporteur général de la commission des finances. Il y a un doute, je ne suis pas sûr qu'il le dissipe dès cet après-midi, mais il est de leur devoir de tenter d'obtenir des informations pour dissiper un malentendu. Il ne s'agit pas d'être accusateur, il ne s'agit pas d'être procureur en la circonstance, mais il faut dissiper un malentendu, car on voit bien tout le malaise qui envahit l'opinion publique et qui met en danger la démocratie directement. Laurence Rossignol, vous approuvez ce contrôle des deux présidents UMP des commissions des finances des deux assemblées? Il se trouve que les deux présidents sont UMP. C'est peut-être pas ce qu'on a fait de mieux. Tout bien réfléchi. Nous aurions c'était été... une idée de Nicolas Sarkozy. Voilà. Parce que la gauche a repris quand elle était Peut-être qu'on aurait été plus inspiré de ne pas donner deux. Et à l'avenir, peut-être que vous feriez un jour une réflexion du même type que les deux présidents de commission. Mais d'ailleurs, je m'interroge, mais si ces présidents de commission ont autant de contrôle, et puisqu'on évoque des rumeurs qui circulaient depuis si longtemps, peut-être que le président de la commission des finances à l'Assemblée nationale aurait pu lui aussi user de son pouvoir d'investigation. J'irais pas lui reprocher, mais pourquoi on n'interpellerait pas aussi le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale et demande pourquoi vous n'avez pas vous aussi cherché à en savoir plus sur cette rumeur dès le mois de décembre. Mais voyez-vous, je ne lui ferai pas ce reproche. Oui, je souhaite que vous ne relayez pas non plus les informations qui sont données ce matin dans un journal effectivement très à droite et pour lequel le président de le ministre de l'économie et des finances a indiqué qu'il se réservait le droit de poursuite. Le Parlement a deux grandes missions. La première, c'est de voter la loi. La seconde, c'est de contrôler l'action du gouvernement et des administrations publiques. Je pense qu'il est devenu banal de faire des lois, parce que c'est une façon de répondre aux interrogations de l'opinion publique. Et on a l'impression de régler les problèmes parce qu'on vote des lois. Je pense que le Parlement a plutôt intérêt à contrôler. Sur la moralisation de la vie publique et politique. Je pense que François Hollande perpétue une pratique de son prédécesseur et d'autres présidents de la République. Il y a un problème, il y a une émotion, on surréagit. Et on propose des lois, alors des lois extraordinaires. On transforme la commission de la transparence du financement de la vie publique en haut conseil du financement de la vie publique. Tout cela, à la limite, est assez dérisoire. C'est parce que un homme a manqué au plus élémentaire de ses devoirs qu'immédiatement, on imagine des mesures multiples qui vont tout changer. J'en suis pas persuadé. Et je pense que la vraie réponse pour lutter contre ce mal profond qu'est la fraude fiscale, eh bien, c'est de coordonner les actions au plan européen, de modifier un certain nombre de lois pour qu'elles soient plus lisibles, plus compréhensibles, plus stables et qu'elles se prêtent infiniment moins à l'optimisation, au montage très sophistiqué et qui sont encouragés et facilités par les paradis fiscaux. C'est aussi ce qui est un peu en train de se passer avec une coopération accrue entre les États. On va laisser Laurence Rossignol répondre. Lever le secret bancaire est un progrès considérable. Laurence Rossignol. Il y a deux volets dans les lois que le président de la République a évoquées. Un premier volet qui est celui effectivement sur la lutte contre l'évasion fiscale et les paradis fiscaux. Ce que nous avons déjà commencé à faire avec la loi bancaire, qui a été musclée à l'Assemblée nationale, remusclée au Sénat, et je suis heureuse de voir qu'elle va être encore remusclée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Et effectivement, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, avait dit un jour les paradis fiscaux, c'est fini. Ah bon, on a tous. Chers collègues, ça n'est pas seulement la loi française qui est en cause. Laissez-moi finir, monsieur. C'est l'Europe qui est en cause. Laissez-moi finir. Et c'est avec une loi française offensive que nous pourrons aussi, parce que tous les pays européens s'interrogent sur ce qui se passe chez eux quand ils voient ce qui se passe chez nous, on pourra aussi, avec les autres pays européens, avancer dans la transparence collective et la lutte contre les paradis fiscaux. Bien sûr, c'est un plan européen, mais sur la moralisation. Est-ce que ça va suffire à restaurer la confiance entre les politiques et les Français? Non, mais la lutte contre la fraude fiscale et les paradis fiscaux, c'est un élément de politique économique pour la France. Et sur la loi de moralisation, elle va Elle est quand même là pour répondre au climat de défiance. Elle va répondre au climat de défiance. Elle nous permet d'avancer sur un sujet qui était bloqué depuis des années. C'est vrai qu'il n'y a pas exactement un lien entre les actes commis à titre personnel par Jérôme Cahuzac et la loi de moralisation. L'un n'empêcherait pas forcément l'autre. Mais c'est la bonne occasion pour avancer dans ce pays sur un sujet sur lequel la classe politique était totalement bloquée et totalement fermée. Mais tout le monde n'est pas Aujourd'hui, la d'accord. pression est là pour le faire. Tout le monde n'est pas d'accord. À gauche, sur les mesures annoncées par le président de la République, Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, fait de la résistance. Il ne veut pas, je le cite, jeter tous les députés en pâture. Écoutez, je comprends que certains collègues trouvent ça déplaisant.
Mais néanmoins, la transparence existe dans beaucoup de pays européens. Elle est nécessaire aujourd'hui. Et publier nos patrimoines, bon, c'est un petit mauvais moment à passer, mais après, on y sera beaucoup mieux. Jean-Arthus, vous ne voulez pas publier votre patrimoine. Moi, je déclare mon patrimoine et je demande à l'autorité compétente, c'est-à-dire la commission de la transparence, de procéder à toutes les vérifications requises. Mais madame, à quoi la commission de la transparence ne contrôle pas vos patrimoines. Elle évalue l'enrichissement entre votre première déclaration et votre deuxième déclaration. Mais si vous vouliez être rigoureuse, madame, il faudrait que chaque parlementaire tienne une comptabilité quotidienne de toutes ses dépenses et de toutes ces recettes. Vous vous rendez bien compte de l'irréalisme. Et si vous pensez que c'est si important, le patrimoine, alors il faut demander aux candidats de rendre public leur patrimoine. Je pense que cette façon d'encourager je ne sais quel voyeurisme sur le patrimoine des uns et des autres. Moi, madame, mon patrimoine, il est lié... J'ai eu une profession avant que d'être parlementaire et mon patrimoine, pour l'essentiel, je le dois à mon travail, à celui de mon épouse, aux biens qui viennent de sa famille. Je n'ai pas envie de l'exposer sur la place publique. Et mon patrimoine, madame, c'est mon indépendance politique. La dernière réponse, Laurence Rossignol, avant de passer au débat suivant. Écoutez, je crois que le devoir que nous aurons de publier nos patrimoines, avec tout ce que effectivement notre collègue Arthus vient de dire, c'est un peu la punition collective que nous aurons pour ne pas avoir su nous-mêmes nous réguler. Madame, croyez-vous un seul instant que si cette règle avait été en vigueur avant les aveux de M. Cahuzac, croyez-vous que M. Cahuzac, rendant public son patrimoine, aurait fait état des fonds qu'il détenait en Suisse, puis à Singapour? Non, mais il n'y a pas que le cas Cahuzac dans la vie politique française. Eh bien, ça prouve quoi? Ça prouve que la réponse que vous avez apportée aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que nous voulons corriger, c'est-à-dire la fraude et le mensonge. Merci à tous les deux. Je pense qu'on aura l'occasion largement de reprendre ce débat autour de la moralisation de la vie publique sur notre antenne. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. On va maintenant recevoir Esther Benbassa pour le groupe écologiste au Sénat, Esther Benbassa et Bruno Retailleau pour le groupe UMP, deux des acteurs majeurs de la discussion au Sénat sur le projet de loi mariage pour tous. Deux acteurs majeurs de cette discussion à tel point qu'ils ont échanger des propos assez... Installez-vous Esther Benbassa, Bruno Retailleau s'il vous plaît, parce qu'on va pouvoir commencer le débat avant que la séance reprenne sur le projet de loi. Vous avez eu un échange assez musclé ce matin en séance, puisque Bruno Retailleau a évoqué les couleurs d'Esther Benbassa et ça a pu... La couleur. Le compte-rendu analytique en fait foi, ce sont les couleurs vestimentaires. On va reprendre les termes exacts pour pas relancer la polémique. Expliquez-vous sur vos propos, Bruno Retailleau, qui ont fait polémique ce matin. Non, c'était très simple. Vous savez, on est depuis des jours, des nuits, on siège, on essaie de défendre des arguments avec nos propres convictions. Et Esther Benbassa, qui a aussi des convictions, que j'ai saluées d'ailleurs hier, en disant que je préfère les convictions fermes aux convictions tièdes, n'arrêtait pas de m'interrompre. Donc je l'ai regardé et j'ai écouté, ça n'est pas parce qu'on n'a pas la même couleur politique, elle est verte, et les couleurs qu'elle porte, donc vestimentaires, pour que vous m'interrompiez. Voilà, c'est tout. Mais je pense que c'est... Interprétation un peu facile, dit Esther Benbassa. Non, je lui en veux pas. Mais il faut qu'on arrête. Il faut tenir le micro, Esther Benbassa. Voilà. Je ne lui en veux pas, mais j'aimerais bien que ce genre d'incident ne se reproduise plus dans l'hémicycle. Parce que d'abord, je suis de couleur blanche, j'ai un accent qui est ma négritude, donc je suis noire aussi. J'ai 3 nationalités, je parle 8 langues. Française, israélienne, turque. Vous savez, moi, je n'ai pas de problème avec tout ça. Mais il faut arrêter. Parce que déjà, Monsieur Retailleau, quand je lui ai dit, bon, arrêtez avec votre Aristote, il a dit, ça fait partie de notre culture. Et là, j'ai eu une conversation avec lui que si Averroès n'avait pas traduit en arabe Aristote, et si les Juifs n'avaient pas traduit en hébreu, aujourd'hui, l'Occident n'aurait pas connu Averroès. Aristote. Je voudrais finir. La couleur vestimentaire n'a rien à voir avec Aristote. Non. Monsieur Retailleau, vous êtes très habile, un très bon rhétoricien, mais on va arrêter là. Je n'ai même pas fait de tweet là-dessus, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais ni la religion,
ni la couleur des gens ne devraient entrer en considération dans cet hémicycle qui est l'espace de la République. Alors, vous êtes d'accord tous les deux. Bruno Retailleau, en 2 secondes pour finir et pour passer à autre chose. Simplement, il ne faut pas jeter l'anathème sur les gens, prendre des propos, les déplacer pour leur donner un autre sens. Ça n'est pas acceptable. Et je pense qu'on doit pouvoir débattre. Et je trouve que depuis le début du débat, alors Esther Benbassa nous reproche de dire toujours la même chose, mais c'est parce qu'on n'a pas les réponses à nos questions. Mais je pense que le débat au Sénat a été globalement d'un bon niveau. J'ai suivi les débats à l'Assemblée. Je peux vous dire que le débat au Sénat est de qualité, mais il y a des arguments de fond. Madame la ministre Taubira a dit c'est une réforme de civilisation. Le président de la République a dit je comprends qu'il y a un sujet de liberté de conscience. Ça veut bien dire que c'est pas un texte comme les autres. Ça veut bien dire qu'il faut s'engager. On n'a jamais dit que c'était un texte comme les autres, Bruno Retailleau. Il n'a jamais été dit que c'était un texte comme les autres. Pourquoi vous dites on n'a jamais dit? Pourquoi vous prenez parti pour un Non, je ne prends pas parti, autre? mais je dis d'une façon générale. Personne n'a dit que c'était un texte comme un autre. C'est simplement pour expliquer que ce terme engage des conceptions des uns et des autres, et c'est bien naturel qu'on puisse les défendre de toute la force de nos convictions, avec des arguments. Et je pense que sur la question de l'égalité, sur la question des enfants, quand même, que le Conseil d'État, page 2 de son avis, le Conseil d'État, page 2 de son avis, a indiqué que l'étude d'impact avait négligé la notion de l'intérêt supérieur de l'enfant. Est-ce que ça n'est pas un argument à prendre en compte? Moi, je le pense. Non, mais c'est des arguments, effectivement, qu'on vous a beaucoup entendu développer dans l'hémicycle. Je pense que le temps du débat a eu lieu. Il va continuer ce soir, peut-être jusqu'à demain. Esther Benbassa, comment vous voyez les choses maintenant ici au Sénat? Oui, écoutez, je fais tous les matins une chronique sur le Huffington Post et je m'amuse beaucoup parce que je note les perles. Alors, les perles enfilées dans l'hémicycle, s'il y a des arguments qui sont intéressants et qui m'interpellent, il faut le dire, je suis une intellectuelle, j'ai jamais cru qu'à l'Assemblée, il y aurait des propos aussi peu, disons, travaillés, réfléchis. C'est une litanie, l'intérêt de l'enfant, papa, maman, et puis on Vous parlez continue, de l'Assemblée ou du Sénat? Revient, Vous parlez du Sénat. D'ici. Au moins au Sénat, à l'Assemblée, il y avait des députés, j'ai entendu leurs interventions, qui avaient du punch, qui avaient des idées intelligentes, qui étaient novateurs. Ici, on répète, mais on n'en peut plus. Ça fait des jours qu'on entend l'intérêt de l'enfant. Mais nous sommes aussi pour l'intérêt de l'enfant, madame. Mais vous pouvez comprendre aussi que c'est peut-être une stratégie d'opposition de la droite qui est dans son rôle d'opposant. J'avais bien compris, même si je suis un peu foncée de couleur, j'avais bien compris que c'était une stratégie. Mais nous, on a choisi de se taire. Mais à un moment donné, moi je suis historienne, je le dis, quand on lit l'histoire, on se dit que quand on a perdu, il faut perdre avec dignité. Alors là, vous avez perdu, essayez de comprendre pourquoi vous avez perdu et n'essayez pas de diviser davantage la France. Sortez de cette guerre la tête haute avec des arguments qui valent la peine d'être retenus parce que l'histoire retiendra C'est ce que nous faisons depuis des Attention, heures. Esther Benbassa, la droite n'a pas encore perdu puisque le vote sur l'ensemble du projet de loi n'a pas encore eu lieu. Bon, d'accord. Bruno Retailleau. Il y a des estimations. Vous voyez, ce texte, voilà, on n'a pas eu le droit de débattre. Quand on débat, vous pouvez pas dire ça. Mais si, quand on débat, les arguments sont pas bons. C'est parce qu'on va chercher des arguments qui seraient des arguments terribles, d'atteinte à la dignité des personnes. Et en réalité, ce texte a été décidé. Personne ne souhaite que les Français s'en emparent, que ici, l'Assemblée ou le Sénat n'en discutent au fond, alors qu'encore une fois, ça n'est pas un texte comme les autres, qu'il y a des vrais arguments. Et si tant de juristes, je me suis beaucoup attaché d'ailleurs à développer des arguments juridiques, notamment constitutionnels, si vous m'avez bien entendu. Oui. Eh bien, ces arguments-là, je pense qu'ils ont une portée. On verra bien d'ailleurs si le texte est voté. Vous les développerez, etc. C'est pas des arguments. On va pas revenir à l'accrochage de ce matin. Non, mais enfin, Monsieur Gélard
Ok, il a expliqué, c'est bien. Monsieur Yes a expliqué, Alors, Monsieur Ba a réexpliqué. Alors nous connaissons tous les arguments juridiques qui ne tiennent pas. Vous êtes un petit peu dans la ruse. Ne donnons pas cette image à ceux qui comptent sur nous. Vous avez rusé. Nous n'avons pas raison peut-être, mais on peut débattre. Vous n'avez fait que parler. Nous n'avons pas débattu, vous n'avez fait que parler. Et dire la même chose tout le temps. Peut-être qu'il n'y a pas eu de débat parce que la gauche aussi ne répondait pas aux arguments de la droite, Esther Benbassa. Si, mais tout le monde a essayé de répondre. Nous, on n'a pas répondu, sinon on va rester ici encore une semaine. Voilà, donc nous n'avons pas débattu parce que nous avions une gauche qui était muette. Il y avait des consignes. Il fallait que les sénateurs écologiques de gauche se taisent pour accélérer les débats. Eh bien, je trouve que sur un texte dont on ne permet pas aux Français de s'exprimer par voie du référendum, on aurait pu avoir un vrai débat. Ça ne sera pas notre faute si ce débat n'a pas eu lieu. Nous avons essayé de soulever des vrais arguments anthropologiques, de droit, etc. Oui. Pour finir, Bruno Retailleau, quelle va être la stratégie du groupe UMP dans les prochaines heures ? La stratégie, ce sera d'essayer de montrer, point par point, article par article, avec nos amendements, que ce texte nous emmène dans le mur, que ça n'est pas un bon texte, ça n'est pas une conception républicaine de l'égalité. C'est un texte dont on nous avait dit finalement que ça devait passer comme une lettre à la poste. Je crois que les Français ont compris, les Français étaient prêts à comprendre que des couples homosexuels puissent avoir accès à une, comment dirais-je, reconnaissance sociale par la voie du mariage ou autre. En revanche, ceux qui n'acceptent pas, ce qui les choque, ce sont les conséquences, les bouleversements sur le droit de la filiation et de la famille, tout simplement. Et je pense que ça heurte une grande partie des Français, au-delà même, je crois, des clivages partisans. Esther Benbassa, pour finir. Bon, Madame la garde des Sceaux vous a expliqué que le mariage, n'est-ce pas, dans le code civil, ouvre à la filiation. Donc, d'accord, là, c'est quand même une évidence. Mais essayons quand même de voir, de parler de ces gens qui ne sont pas comme nous, qu'ils ont droit au même droit que nous et à la même place dans la société. Vous avez peur parce que vous êtes conservateur. Vous ne suivez pas la marche de l'histoire. La marche de l'histoire, c'est le progrès et la modernité. Moi, j'ai entendu dans vos rangs dire qu'il faut arrêter la science. Il faut arrêter le progrès de la science. Moi, je suis une voltairienne, monsieur. Tout ce que veut la science, peut la science. Je suis une femme des Lumières. Vous êtes conservateur. Vous avez peur. On a parlé de changement de civilisation. C'est Madame Taubira, vous avez raison. Vous avez raison, c'est Madame Taubira qui a dit que c'était une réforme de civilisation. En plus, non, Monsieur Marini. Alors là aussi, Madame vous trichez. Allez, tous les deux. Déclaration dans Ouest France. Déclaration dans Ouest France. On entend la sonnerie, la séance. Donc je vous libère tous les deux et je vous laisse rejoindre effectivement l'hémicycle du Sénat pour la suite de l'examen de ce projet de loi qu'on va pouvoir suivre bien entendu en direct sur Public Sénat. Et donc on va vous retrouver vos débats dans l'hémicycle. Merci à tous les deux d'être venus. Didier Guillaume, le vice-président socialiste du Sénat, va venir prendre votre place. Esther Benbassa, très bonne séance à tous les deux. On voit le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, qui ouvre la séance suite de l'examen donc du projet de loi sur le mariage. Didier Guillaume, quelle ambiance cette semaine ici au Sénat, encore pour les questions d'actualité tout à l'heure, c'était très électrique. Non, c'est une ambiance un peu tendue forcément parce que la situation est tendue. Parce que la France va mal, parce que tout le monde s'interroge. Et effectivement, la moindre des choses, ça peut faire partir un peu, mais j'ai trouvé que c'était une séance qui était plus animée que tendue. Vous trouvez que le ministre des Finances, interpellé par les bancs de la droite, Philippe Marini, interpellé par les bancs de la gauche, c'est quand même assez houleux et assez inattendu ici au Sénat? Oui, mais en même temps, je crois que dans la situation que nous avons vécue avec cette déflagration, il n'est pas... de l'affaire Cahuzac. Oui, de l'affaire Cahuzac et ce qui en découle. Et la question de M. Marini au ministre des Finances Moscovici, c'était cela. Je ne crois pas qu'il faille attaquer comme ça, trouver la théorie du bouc émissaire et dire vous avez caché quelque chose. Je pense au contraire. Le gouvernement reprend un peu aussi cette théorie en promettant de la transparence pour tout le monde. Donc ça suppose que tout le monde n'est pas transparent. Mais oui, mais bien sûr, parce qu'au moment où les députés UMP votent
vote une proposition de loi ou présente une proposition de loi pour amnistier la fraude fiscale pour les parlementaires, le président de la République, lui, il fait une grande loi de transparence. Et bien sûr qu'il manque de la transparence. Bien sûr que les paradis fiscaux, la fin des paradis fiscaux qui avait été promis par le président de la République, M. Sarkozy, ça n'a pas eu lieu. C'est François Hollande qui va le faire. Parce que c'est très compliqué. Eh bien, on va le faire. Eh bien, nous allons le faire. C'est compliqué, mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut s'y arrêter. Et nous allons aller dans cette direction. Et aujourd'hui, je pense vraiment, et moi c'est un appel que je lance, il faut que tous les parlementaires, de droite comme de gauche, chacun gardant ses différences, se rassemblent sur l'essentiel. Quel est l'essentiel? Que ce qui s'est passé avec M. Cahuzac ne se reproduise plus. Parce que ce n'est pas les uns qui perdent et les autres qui gagnent. Donc c'est un appel que vous lancez notamment à Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, qui n'est pas forcément pour toutes ces mesures. Attendez. Je reviendrai sur la transparence particulière. Mais je pense que tout le monde doit se rassembler parce qu'il n'y aura pas certains qui perdent et d'autres qui gagnent. Tout le monde perdra. La démocratie perdra. Pour l'instant, dans les sondages d'opinion, tout le monde perd, ça c'est sûr. Et ce tous pourris, cet amalgame, moi je n'en veux pas. Je ne me sens pas concerné. Les élus sont des élus honnêtes qui font leur travail. Mais alors vous pensez que les mesures annoncées par le président de la République sont de nature à restaurer la confiance? Je pense que c'est un stop. Je pense que le président de la République, dans son intervention d'hier et dans ce qu'il a annoncé qu'il y aura dans la loi, a mis un stop, la transparence financière. Sur le patrimoine, par exemple, il est absolument normal que le patrimoine des ministres, des parlementaires, on sache ce qu'il est et soit contrôlé. Moi, je ne suis pas favorable à mettre sur la place publique comme ça, comme une sorte de voyeurisme. Tout le monde dise voilà ce que j'ai, une voiture, 2000 € sur un compte, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est pas ça que les Français veulent. Les Français veulent pourtant, ils vont pouvoir regarder les patrimoines de tout le monde, ils vont s'en donner à faire joie. Et pourquoi pas ceux des journalistes, des médecins, des chefs d'entreprise? Non. Nous, ce que nous voulons, c'est la transparence totale et c'est que le patrimoine que je déclare puisse être contrôlé par une haute autorité. Et si je fais des bêtises, tant pis pour moi. Alors pourquoi créer une haute autorité alors qu'il y a déjà une commission pour la transparence de la vie politique qui existe, à laquelle on aurait pu donner plus de moyens de contrôle? Parce que la commission sur la transparence existe, elle fait des contrôles, mais ce n'est pas son métier. Je pense que créant cette haute autorité, elle concernera à la fois les responsables politiques, mais pas uniquement, toutes celles et tous ceux qui travaillent, qui ont à voir avec l'administration et la fonction publique. Et pourquoi créer un parquet financier alors qu'il existe déjà des juridictions spécialisées? Donc on va vers des doublons. On est loin de la simplification là. Non, parce que si j'ai bien compris, il faut attendre la loi. Personne ne l'a lu la loi, donc on ne sait pas ce qu'il y aura dedans. Non, mais on a écouté François Hollande hier. D'accord, mais François Hollande, c'est pas une loi. Et ce qui a été dit pour le parquet financier, c'est qu'il aurait la possibilité d'intervenir sur tout le territoire national et directement, si ça peut aller plus vite pour régler des problèmes, des affaires, vous savez. Il ne suffit pas qu'un journal, quel qu'il soit, et je ne mets pas du tout en cause, montre du doigt un élu pour que cet élu soit coupable. Mediapart, en l'occurrence, a montré du doigt Cahuzac et on s'est aperçu que c'était vrai. Très bien, et Mediapart a fait son travail. Mais on ne peut pas réagir à toutes les rumeurs. Il faut quand même que les élus puissent se défendre s'ils sont attaqués. Parce que là, on est quand même plutôt dans l'ère du soupçon généralisé. Mais exactement. Ouais. Eh bien, il faut sortir de cela. Et moi, je veux vraiment dire aux Françaises et aux Français qui nous regardent et qui nous écoutent, de leur dire, sur les 550 000 élus, la quasi-unanimité, l'immense majorité, sont des gens qui travaillent sans compter. Arrêtons de montrer les élus du doigt. Par contre, soyons intransigeants. Il faut demander plus d'exemplarité aux élus, mais il ne faut pas qu'ils aient moins de possibilités de se défendre. Et vous êtes également pour la limitation du mandat de parlementaire avec certaines professions, et lesquelles? Moi, je suis pour la suppression du cumul de parlementaires avec une autre profession. Donc ça veut dire qu'on aura essentiellement des parlementaires qui seront des fonctionnaires? Pourquoi? Parce que c'est quand même plus facile quand vous êtes fonctionnaire et que vous n'avez pas à démissionner de la fonction publique. Moi, je suis fonctionnaire. Si je devais reprendre Je ne sais pas, vous êtes pharmacien, vous avez une pharmacie, vous devenez parlementaire, sénateur pendant 6 ans, vous laissez tomber votre pharmacie et vous allez la remonter 6 ans après. Je vais vous expliquer, être élu, c'est pas un hobby, c'est pas un lobby, c'est pas une ligne sur une carte de visite, c'est pas un salaire supplémentaire pour faire à la fin du mois. Donc les fonctionnaires devront aussi démissionner de la fonction publique? Je le pense, c'est ma proposition. Je pense, moi, qu'il faut limiter la durée des mandats dans le temps. Mais alors comment vous retrouvez un boulot après votre mandat? On fait de la formation. Écoutez, je vais vous dire. Je sais pas. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui vont pleurer pour la reconversion des parlementaires, qu'ils soient députés ou sénateurs. Moi, je vois dans mon département, il y a 30 000 personnes au chômage. C'est pas moi qui vais aller me plaindre de mon sort. Les parlementaires sont des privilégiés et je n'ai aucun souci. J'ai rarement vu, enfin, en tout cas, je n'en connais pas, des parlementaires qui, après leur mandat, n'arrivaient pas à retrouver du travail. Par contre, j'ai vu beaucoup de femmes et d'hommes chez moi qui, après avoir été licenciés, ne retrouvent pas du travail. Donc moi, c'est
c'est un débat qui ne m'intéresse pas. Pleurer sur le sort des parlementaires, aujourd'hui, quand il y a 3,5 millions de chômeurs, ça n'a pas de sens. Donc vous êtes pour une limitation stricte. Stricte. On a bien compris. Didier Guillaume, sur le projet de loi mariage pour tous, les débats s'éternisent un petit peu au Sénat. Quelle option vous avez choisi, vous, ici? Est-ce que vous ouvrez la séance de ce soir, la séance de nuit? Est-ce que vous allez laisser poursuivre les débats pour qu'éventuellement le vote sur l'ensemble du projet de loi intervienne dans la nuit? Dans la nuit, ça, je ne suis pas sûr que ce soit possible. Il reste encore plus de 100 et quelques amendements. Non, nous avons un règlement qui permet aux sénateurs de tous bords de pouvoir s'exprimer lorsqu'ils le veulent. Moi, je défends ce règlement parce que sur un sujet comme celui-ci, les sénateurs de droite qui sont opposés au mariage pour tous ont des convictions intimes et moi, je les respecte et c'est normal qu'ils puissent les défendre. Par contre, nous ne laisserons pas... Donc, il faut laisser les débats durer pour que toutes les sensibilités s'expriment. Exactement, mais nous ne laisserons pas faire de l'obstruction, des rappels au règlement sans cesse, des interventions sur articles sans cesse. Non, il faut recadrer il faut recadrer un peu les choses. Par contre, moi, je ne suis pas du tout opposé à ce qu'on puisse travailler cette nuit, puis la nuit de demain soir s'il le faut. Il faut avancer. De toute façon, je pense qu'à la fin de la semaine, le débat sera clos ici. Si c'est cette nuit, tant mieux, j'y suis favorable. Si ce n'est pas cette nuit, ça sera demain dans la journée. En tout cas, la majorité est sereine. Elle va essayer de faire en sorte d'accélérer le rythme des débats pour que ce projet de loi soit voté le plus vite possible. Il y avait une rumeur qui circulait hier et encore aujourd'hui au Sénat sur la possibilité que le gouvernement actionne l'article 44.3 de la Constitution, c'est-à-dire le vote bloqué sur une partie du texte et notamment les articles additionnels qui ont été réservés à la fin de la discussion. Vous croyez en cette hypothèse? Je ne parle jamais de rumeurs. Et je ne crois pas du tout à cette hypothèse, parce que c'est une hypothèse qui est beaucoup plus longue que si on ne bloque pas, puisque sur chaque amendement, il y a la présentation, il y a l'explication de vote, ça ne change rien pour ce genre de texte. Donc je n'y suis pas favorable et je pense que ça ne se fera pas. Très bien, merci beaucoup Didier Guillaume d'avoir été avec nous en direct sur Public Sénat. On va maintenant rejoindre l'hémicycle du Sénat puisque la discussion autour du projet de loi mariage se poursuit. Delphine Girard, vous êtes dans la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat. Dites-nous un petit peu où on en est sur le texte. Oui, Perrine, eh bien, la séance vient tout juste de reprendre. Alors, les sénateurs sont toujours en train d'examiner les articles 4 qui concernent l'égalité de traitement pour les familles homoparentales. Eh bien, à l'Assemblée nationale, la disparition des termes père et mère qui sont remplacés par le terme général parent au pluriel avait alimenté les débats pendant de nombreuses heures. C'est également le cas ici au Sénat. La droite bataille ferme contre la disparition de ces termes chargés de symboles. Et puis, quand elle aura examiné cet article, viendra ensuite la question de l'adhésion des familles homoparentales au statut d'association familiale. Et là aussi, la bataille s'annonce dure pour la droite. Voilà, en tous les cas, on retourne dans l'hémicycle pour suivre la suite de ces débats. Bonne séance à tous. Souligner à l'instant, c'est que c'est une habilitation qui est très très large. Et ce que cet amendement souhaitait, ce que nous avons avec un certain nombre de collègues souhaité, c'est